Alors, bon dimanche tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel directement du marché Jean Talon dans le loft du philosophe. Il est présentement 13 heures, nous sommes le 24 janvier. Alors, une petite rencontre de dernière minute décidée ce matin, bien sûr. J'ai changé le titre. Il s'agira des chemins de l'argumentation. Je vais commencer avec une affirmation que l'on trouve dans le Protreptyque d'Aristote, donc un texte dont nous avons certains passages fragmentaires, texte qui est commenté par plusieurs philosophes plus tardifs, écrit probablement en 353, qui traite de morale, mais qui est une forme d'exhortation, d'incitation à la philosophie. Nous allons commencer justement cette rencontre en réfléchissant sur une proposition aristotélicienne. Nous allons parler d'argumentation aujourd'hui, de sophisme, de paralogisme, faire la distinction entre argumenter et persuader, bien sûr, dans une perspective un peu, comment dire, d'opposition entre les sophistes et les philosophes, vus d'une perspective peut-être platonicienne. Alors, bonjour à tout le monde. Chantal, Nicole, Evelyne, Vanda, Isabelle et Pierre. Voilà. Alors, j'espère que vous portez bien. Donc, ma dernière rencontre aujourd'hui, bon, je suis supposé de commencer mes cours demain, ce qui sera le cas, bien sûr. Donc, j'enseignerai 4 cours par semaine et nous aurons à peu près 4 rencontres mensuelles à partir justement du mois de février. C'est notre dernière rencontre du mois de janvier. Nous allons nous revoir le 4 février pour parler du relativisme épistémologique et moral. Bien sûr, je vais vous présenter cela ainsi qu'une réflexion le 18 février sur l'oisiveté créatrice. Voilà. Et notre rencontre, on a une rencontre de la Saint-Valentin, donc le 13 février, Aimer autrement, une rencontre Zoom, où il faut s'inscrire via Eventbrite. Et le 27 février, un atelier de 2 heures. Donc, je vous mets face à des questions, des mises en situation, s'éveiller à son être le 27 février. Donc, voilà le programme pour le mois de février. Alors, salutations à Martin, Mélanie, Fadila qui est avec nous, François et Pierre, voilà. Donc, je vais commencer avec une affirmation d'Aristote et cela va nous mener, bien sûr, à traiter d'argumentation, de persuasion et de voir quelques sophismes, quelques paralogismes. Salutations à tout le monde. Voilà, donc Aristote dans le Protreptyque déclare s'il ne faut pas philosopher, alors il faut philosopher, entre parenthèses. Donc, cette citation peut paraître, cette locution peut paraître de prime abord contradictoire. Hein? S'il ne faut pas philosopher, alors il faut philosopher. Vous savez qu'au niveau de la logique aristotélicienne, on ne peut pas affirmer une chose et son contraire en lien avec une même situation donnée. Voilà, donc parce que Aristote va bien sûr tout le temps évaluer des propositions à partir de ces 3 lois logiques. La règle de l'identité, donc une chose est égale à elle-même avec ses caractéristiques. Hein? Un chat est un chat, supposant bien sûr certaines caractéristiques propres au félin. Euh, si le chat se situe devant nous, hein, est couché devant nous, on ne peut pas dire qu'à la fois le chat est devant nous et il n'est pas devant nous, par exemple. Donc, j'avais fait justement un live là-dessus sur la logique. Par ailleurs, s'il est vrai que le chat est couché, il est faux qu'il n'est pas couché. Donc, on ne peut pas avoir, justement, on doit respecter les lois de la non-contradiction et du tiers exclu. Donc, il y a 2 valeurs de vérité, le vrai et le faux. Il n'y a pas une troisième valeur de vérité. Dans le cas de la logique aristotélicienne, bien sûr, mais il existe d'autres types de logiques, des logiques plurivalentes, où il y a un certain aussi tiers inclus, etc. Mais regardons la proposition d'Aristote. S'il ne faut pas philosopher, alors il faut philosopher. C'est une proposition qui peut paraître paradoxale, qui va justement dans la réflexion d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'argumentation. Et nous allons vraiment opposer
l'argumentation à la persuasion. Et pour ce faire, lorsque nous parlerons de persuasion, nous allons aussi parler des sophismes et des paralogismes. On va se demander aussi, bien sûr, tantôt, qu'est-ce qu'une argumentation. Donc, une argumentation est toujours faite, toujours produite pour soutenir une thèse que l'on soutient, qui est en lien avec une problématique ou une question profonde. Donc, si on prend la thèse d'Aristote, la thèse d'Aristote par rapport à mon affirmation, disons que la thèse, c'est « il ne faut pas philosopher ». La question profonde qui est en lien avec cette thèse-là, donc je peux soit soutenir la thèse suivante, il faut philosopher ou il ne faut pas philosopher, mais ma question philosophique qui sous-tend cette thèse-là, c'est faut-il philosopher? Bien sûr, il y aura une problématique qui va nous amener, on va exposer des enjeux, une problématique qui va nous amener à soutenir la thèse, soit il ne faut pas philosopher ou il faut philosopher. Donc, on peut se demander, pourquoi cette question-là est-elle importante pour nous? La question de faut-il philosopher? On va être aussi amené à définir nos termes. Qu'est-ce qu'on entend par philosophie? Bien sûr, on va être obligé aussi de se demander, qu'est-ce qui nous a amené à nous poser cette question-là et pourquoi on la juge importante? D'où émerge cette question-là? On peut faire une situation historique, etc. Donc, dans quelques instants, on va voir, je vous salue tous et toutes, merci d'être là, présents, à peu près, on est 17. Salutations à Jean-Guy, Niki, Martin, Mélanie, Fadila, François, Chantal, Nicole, Isabelle, Vanda et compagnie pour un petit live du dimanche 24 janvier. Il est présentement 13h05. Mathieu Martel avec vous directement du Loft du Philosophe à Montréal pour une petite dernière avant le 4 février, car je commence l'enseignement de mes cours. J'ai 3 cours différents. Je donne 3 cours différents par semaine, mais j'ai 4 prestations en classe la semaine. Donc, on va sûrement se revoir le 4 février pour sûr. Alors, la thèse suivante. Il ne faut pas philosopher d'Aristote. Il met en parenthèse, s'il ne faut pas philosopher, c'est une formulation conditionnelle, s'il ne faut pas philosopher, alors il faut philosopher. Donc, c'est un énoncé problématique et aussi paradoxal. Qu'est-ce qui est sous-entendu derrière tout cela? Ce qui est sous-entendu, c'est que la personne qui affirme soit que la philosophie est inutile ou qu'il ne faut pas philosopher. Prenons notre point, il ne faut pas philosopher. Donc, quelqu'un vous arrive, déclare « la philosophie ne sert à rien, il ne faut pas philosopher ». Et vous, qu'allez-vous faire devant cette personne-là? Donc, vous pouvez lui poser plusieurs questions. Vous pouvez poser, qu'est-ce que tu entends par philosophie? Qu'est-ce que cela signifie pour toi, le fait de philosopher? À quelle philosophie ou à quel philosophe réfères-tu? Et lorsque la personne vous dit qu'il ne faut pas philosopher, vous pouvez aussi lui demander, qu'est-ce qui te fait penser ça? Sur quoi te bases-tu pour déclarer cela? Quels sont tes arguments pour soutenir ta position qui est la suivante? Il ne faut pas philosopher. Et là, on comprend mieux la position d'Aristote quand il déclare s'il ne faut pas philosopher, alors il faut philosopher pour le démontrer, pour en arriver à soutenir cette argumentation-là. Donc, la position « il ne faut pas philosopher » est autocontradictoire, parce que pour pouvoir expliquer sa position, il faut passer par l'argumentation, qui est le thème de notre rencontre aujourd'hui. Notre rencontre s'intitule « Les chemins de l'argumentation ». Donc, je vais vous proposer deux visions, le chemin du philosophe qui cherche à convaincre et le chemin du sophiste qui cherche à persuader. Donc, on va y aller avec un découpage assez binaire, assez basique, sans prétention. Donc, allons-y. Donc, premièrement, le terme sophiste. Donc, le terme philosophe, on sait qu'il y a une longue histoire qui ramène cet usage-là à Pythagore.
un des premiers à avoir utilisé le terme philosophos, donc ami de la sagesse, qui présuppose qu'il cherche la sagesse, qu'il tente de comprendre, de savoir. Mais à l'époque, c'était même associé à un savoir, une quête scientifique des fondements. Donc, les premiers philosophes avant Socrate recherchaient, étaient souvent des Phéniciens aussi, non pas des Athéniens, des gens qui venaient d'Asie mineure, des colonies, etc., grecs, cherchaient à comprendre les phénomènes naturels à partir de la recherche d'un principe qu'on appelle l'arché, un principe explicatif premier. Par exemple, Thalès soutenait que l'origine du monde, hein, le fondement, c'était l'eau. Héraclite répondait avec le feu et d'autres principes. On avait aussi notre cher Empédocle qui soutenait les couples amour-haine ainsi que les quatre éléments. Certains ont aussi pris comme principe l'indéterminé. Alors, nos premiers philosophes, hein, donc à la fois dans Sophis, Sophistes, on a le sage, on a le savant. Et philosophe, on a l'ami de la sagesse, celui qui cherche la sagesse. Donc, on a ici, dans la figure du sophiste, bon, bien sûr, vu par Platon, qui va critiquer les sophistes, qui va les mettre, bien sûr, en jeu, et il va les présenter d'une certaine manière, bon, bien sûr, de manière péjorative. Mais on ne peut pas s'en tenir qu'à cela. Donc, allez voir, il y a de beaux textes CGF sur les sophistes qui nous les présentent et qui apportent, bien sûr, leur, leur, qui les présentent, qui présentent leur façon de penser, etc. Mais là, on va juste faire un découpage comme ça, un peu platonicien. Donc, le sophiste ne cherche pas nécessairement la vérité. Donc, dans le rapport à la vérité, le sophiste ne cherche pas nécessairement la vérité parce que, bon, il y a plusieurs raisons. Parce qu'entre autres, il croit que tout est apparence, en général. Hein? Il s'agit d'apparence, le monde est apparence. Donc, il soutient une position subjective. Hein? Tout est basé sur des impressions, des points de vue, des apparences. Et l'important pour le sophiste, c'est de persuader, c'est-à-dire d'utiliser différents moyens pour qu'on adhère à ses thèses. Donc, qu'il parle devant une classe, un groupe, etc., il va chercher des moyens basés sur l'affectivité, OK? Donc, des moyens, l'usage de sophismes, va aussi utiliser, comment dire, des figures de rhétorique, etc. Faire preuve d'émotion, d'emballement, etc. Il se sert du langage. Le langage est un moyen pour arriver à des fins, c'est-à-dire pour faire adhérer les auditeurs ou les personnes avec qui il s'entretient, pour qu'ils acceptent, pour que les gens acceptent sa thèse. Mais il va utiliser, en quelque sorte, la rhétorique, les sophismes, etc. Donc, le langage est un moyen pour arriver à des fins et la vérité, finalement, importe peu pour lui parce que le but, c'est l'adhésion. Okay? Donc, c'est comme l'adhésion à ses thèses. La vérité étant vue comme quelque chose de relatif, tout est perspective, il n'y a pas peut-être de réel fondement. Ils adoptent aussi une position dite pas relativiste, mais sceptique face à la connaissance. Hein? On peut toujours opposer un argument à un autre. Tout est question de perspective. Il n'y a pas de vérité absolue dans la position, la vérité est relative au sujet, dans la position sophistique. Tandis que le philosophe, bon, en général, bon, cherche bien sûr à utiliser des méthodes argumentatives basées sur ce qu'on appelle le fait de convaincre. Donc, en utilisant bien sûr, en respectant la logique, les faits et en tentant de chercher les meilleurs arguments possibles. Donc, une quête du meilleur argument, en présenter le meilleur argument dans l'argumentation. Mais qu'est-ce que l'argumentation? Donc tantôt, je soutenais une thèse. Bon, je présentais qu'Aristote soutenait une thèse qui était la thèse suivante.
S'il ne faut pas philosopher une thèse conditionnelle, alors il faut philosopher. Donc, c'est bien sûr qu'on voit que derrière tout ça, Aristote soutient la thèse qu'il faut philosopher. Et cette question-là répond à la question faut-il philosopher? Et lorsqu'on argumente, on va proposer des justifications à notre thèse. La thèse étant la suivante, il faut philosopher. Donc, on va essayer de trouver les meilleurs arguments pour soutenir notre thèse. Donc, l'argumentation, ça sert à étayer, développer notre démonstration qui peut se faire par des raisonnements, une série d'arguments qui succèdent, etc. Et dans l'argumentation philosophique, on tente de répondre à certains critères, comme proposer un argument qui est le plus clair possible, un argument qui est cohérent avec la thèse et la question, un argument qui est pertinent dans le débat ou dans la question soulevée et qui respecte aussi des critères de la force de l'argumentation. Donc, on sait que le philosophe étant à la quête de la vérité et est en quête de vérité et de connaissance, de savoir, il va chercher à trouver des arguments supérieurs. Donc, la recherche du meilleur argument dans sa quête d'argumentation et de vérité. Bien sûr, aussi trouver des arguments originaux et d'être prêt aussi à répondre aux arguments des adversaires ou des gens qu'il rencontre en pratiquant la réfutation, c'est-à-dire la contre-argumentation des arguments proposés. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je pensais à me fournir quelques arguments concernant pourquoi faut-il philosopher. Si vous aviez à soutenir la thèse, il faut philosopher. Quels arguments me présenteriez-vous, vous qui êtes derrière votre écran ici? Hein? Il faut philosopher parce que, puisque, pour quelles raisons? Et on fera l'exercice inverse tantôt, un peu plus tard. Hein? Pourquoi faudrait-il ne pas philosopher? Donc, on va commencer par, je vais lire vos commentaires ensuite. Il faut philosopher pour quelles raisons? Donnez-moi à pratiquer votre argumentation. Et plus tard, à la fin, on fera l'argumentation. Il ne faut pas philosopher. Pourquoi? Donc, dans la perspective philosophique, si les sophistes vont utiliser ce qu'on appelle des moyens de persuasion un peu qui vont comme être des mauvais raisonnements, on va parler ici de faux raisonnements, mais appliqués de bonne foi. On va les classer, on va les appeler les paralogismes. Mais souvent, dans les gens qui présentent des sophismes, ce n'est pas tout à fait clair. Donc, on va comme soutenir la position suivante que les paralogismes, ce sont des erreurs de raisonnement, des erreurs de logique, proposer des arguments qui sont un petit peu erronés, illusoires, qui vont contre la raison, mais qui sont présentés de bonne foi. Tandis que les sophistes vont raisonner, vont présenter des raisonnements ou des arguments, mais basés sur la mauvaise foi et dans le but de tromper autrui. Voilà. Isabelle nous dit que se poser la question faut-il philosopher est déjà philosopher en soi. Oui, bien c'est déjà se poser, c'est déjà se mettre à réfléchir sur cette question, parce qu'on doit se demander, premièrement, qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce qu'on entend par là, donc procéder à un travail de définition, et ensuite se demander, pour quelles raisons c'est important de le faire. Voilà, donc je vous laisse commenter face à la faut-il philosopher. Donc, si vous soutenez la thèse, il faut philosopher. Dites-moi pourquoi ça serait important pour vous à vos yeux. Et je vais commencer à présenter. Je vais finir ma présentation du philosophe et du sophisme, puis après je vais présenter des sophismes et des paralogismes. Donc, chez le sophiste, on va utiliser des méthodes rhétoriques, figures de style, techniques de manipulation, des émotions, susciter les émotions, manipulation psychologique. Hein? Et je vais vous en présenter plusieurs tantôt. Vous allez trouver ça intéressant. Dans les sophismes, on a plusieurs méthodes qui sont utilisées justement pour
dévier l'attention et ne pas se concentrer sur l'argumentation. Donc, chez notre philosophe, par ailleurs, on a une recherche, bien sûr, on a l'usage de l'esprit critique, l'usage de la raison, tenter de respecter des règles logiques, va bien sûr utiliser des raisonnements valides et rechercher les meilleurs arguments possibles en considérant, bien sûr, les faits, basés sur des observations solides et vérifiées. Le sophiste se dit connaissant dans plusieurs domaines. On le voit souvent à l'époque. Certains sophistes vont tailler leurs vêtements, vont être bons en géométrie, en astronomie, etc. Donc, ce sont des polymathes qui ont plusieurs connaissances dans plusieurs domaines, et cela peut leur servir. Voilà. Donc, voilà notre petit portrait pour commencer. Maintenant, je vais y aller avec la présentation de quelques sophismes et quelques paralogismes. Donc, je n'irai pas avec l'éventail total ici, donc j'ai des exemples. On va y aller avec quelques exemples généraux. Donc, ici, là, je vous présente des sophismes et des paralogismes, OK? Et quand je vais insister à la fin, je vais insister sur des paralogismes, donc où il y a un non-respect des règles logistes, donc le fait de soutenir des raisonnements invalides. OK? Donc, puis ensuite, je vais lire vos commentaires sur ma question du jour. Pourquoi faut-il philosopher? OK? Puis si on a le temps, on fera pourquoi ne faut-il pas philosopher? OK. Allons-y maintenant avec un des premiers sophismes qui s'intitule la généralisation hâtive. Donc, à partir de cas particuliers, observés, OK? Mettons sur le comportement des félins, des Québécois, etc. On va passer de quelques observations, 3, 4, 5, 6 observations, et ensuite généraliser à partir d'une observation. Donc, on va en venir à un jugement général. OK? On a l'exemple ici, en ce moment, ça c'est presque en plus... comment on pourrait dire ça? En tout cas, je ne veux pas me tromper avec deux sophismes. Voilà, OK? Allons-y maintenant, un cas particulier. Quelqu'un va déclarer les Québécois manquent de culture. OK? Donc, en général, je déclare que les Québécois manquent de culture. Après avoir observé quelques Québécois, quelques Québécoises, qui ne lisent pas, qui lisent des journaux à potins, etc. OK? Donc, on observe autour de nous des gens qui ne font pas de lecture, etc., qui ne s'intéressent pas à l'actualité, à la politique, à la culture en général. Puis là, on déclare, après avoir observé quelques personnes autour de moi, je crois que je peux affirmer que les Québécois est un peuple sans culture. Donc, mon échantillonnage n'est pas assez représentatif pour déclarer que les Québécois sont en général peu cultivés. Hein? Donc, certains le sont plus que d'autres, mais voilà une pratique qu'on peut faire. Donc, le sophisme de la généralisation hâtive peut être utilisé. Maintenant, on a ce qu'on appelle la caricature, OK? Qui est présentée, c'est l'homme de paille, donc soit qu'on parle de caricature ou d'homme de paille. Donc, au lieu d'attaquer l'argument soutenu par la personne, on va attaquer son physique. Hein? Par exemple, on peut dire, cet individu-là ne doit pas être écouté car si j'observe son attitude, il a des ressemblances avec certains tyrans de l'histoire. Il a une attitude, il ressemble à des gens qui ont soutenu le totalitarisme, etc., pour ne pas les nommer, les grands chefs des régimes extrémistes, tyranniques et totalitaires. Donc, étant donné qu'il ressemble, et là on peut dire par exemple, il a une allure militaire, mais on grossit les traits. La caricature, c'est qu'on grossit les traits et qu'on l'associe
à un personnage détestable de l'histoire. Voilà, donc il y a la pratique de la caricature ou qu'on appelle aussi l'homme de paille. Hein? OK. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi comme sophisme aussi? La pente fatale. OK? La pente fatale. Bon, je fais un exemple ici avec l'alcool. OK? La pente fatale consiste à affirmer que si une personne fait un choix X, il en résultera des effets catastrophiques. Donc, par exemple, il ne faut pas boire d'alcool parce que ça commence avec un petit verre en fin de soirée. Puis, comme on dit, les buveurs sont occasionnels, mais qu'ensuite, toutes les occasions deviennent bonnes pour boire. Donc, faites attention, ne commencez pas à boire parce que ça commence avec un petit verre le samedi soir. Ensuite, ça se poursuit avec le vin à l'européenne, avec chaque repas à chaque soir. Et finalement, ça finit que tu as besoin de ta microdose d'alcool à chaque jour pour fonctionner. Ça, ici, on appelle ça la pente fatale ou la pente glissante. En passant, en ce moment, je ne lis pas les commentaires si vous suivez bien, donc vous pouvez, je vais simplement, comment dire, présenter des sophismes. Donc, il ne faut pas être hors sujet pour certains. Je ne suis pas en train de lire les commentaires. J'espère que vous êtes bien attentifs. Plus tard, je vais revenir avec vos arguments concernant le pourquoi il faut philosopher ou pourquoi il ne faut pas philosopher. OK? Le faux dilemme, affirmer que nous nous trouvons devant deux possibilités dont l'une est indésirable et nous sommes en fin de compte contraints par effet de choisir l'autre. C'est le fameux ou bien tu es avec moi, ou bien tu es contre moi, ou bien tu es pour le président des États-Unis qui propose l'espoir, ou bien tu choisis l'autre opposant au président des États-Unis qui représente la peur. C'est le faux dilemme, comme si, face à deux alternatives, il n'était pas possible d'en choisir une troisième. Donc ici, on parle du sophisme du faux dilemme. Alors, la pente fatale, le faux dilemme, la caricature, la généralisation hâtive et finalement, l'attaque contre la personne. Hier, j'ai subi lors d'un live une attaque contre la personne. On m'a traité de coach de vie. Je posais une question et comme argumentation, je me suis fait traiter de coach de vie. Donc, c'est-à-dire que la personne, en quelque sorte, ne tentait pas de répondre à la question philosophique proposée et qu'elle m'attaquait. Ce qu'on appelle ça l'argument ad hominem, c'est-à-dire qu'on s'en prend à celui qui soutient une thèse. Hier, j'essayais de soutenir que il pouvait y avoir du plaisir à être discipliné, à pratiquer la discipline. Et là, certains individus ont commencé à me traiter de non. Ça, c'est la position très sophistique, très commune. Attaquer le messager plutôt que le message. Dans quel but? Dans le but, bien sûr, de discréditer ou de minimiser la position, finalement, rire de la position philosophique présentée au lieu de réfléchir et d'argumenter. Un autre sophisme utilisé qu'on appelle le hareng fumé. Le hareng fumé, bon, ça remonte à une histoire qui se passait aux États-Unis où on laissait tomber des harengs fumés c'était des criminels, mettons, qui étaient poursuivis par la police et qui laissaient derrière eux des harengs fumés pour faire en sorte que les chiens qui couraient après ces bandits-là soient arrêtés dans leur poursuite pour manger les poissons, les harengs fumés. Et ça, ici, le hareng fumé, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est dans le but de créer une diversion ou faire changer de sujet. Bref, on crée un hors-sujet. Le hareng fumé, c'est dans le but de faire changer le sujet, de ne pas, comme là tantôt,
on a créé un hareng fumé ici. Hein. On me dit, tu as changé le sujet du jour, tu ne réponds pas à mes commentaires. OK? Donc ici, il s'agit de la pratique du hareng fumé. Hein. Tu ne lis pas nos commentaires. Alors que j'ai dit que ce que je faisais en ce moment, ça c'est pour créer une diversion, la pratique du hareng fumé, hein, nous distraire de notre sujet, ça se fait souvent dans les débats parlementaires. Hein. On propose des arguments à quelqu'un et l'autre change de sujet, etc., fait un glissement. OK? Donc, comme je vous l'ai dit, les amis, je ne vous oublie pas, je vais commenter tous vos arguments en lien avec la thèse il faut philosopher ou avec la thèse il ne faut pas philosopher. Vous pouvez présenter les deux côtés des positions. Alors, je vais retourner bien sûr à ma petite feuille des sophismes. Donc là, je vous ai parlé du hareng fumé. Hein, je les présente de façon brève. Il y a des livres là-dessus, le cours d'autodéfense intellectuelle de Baillargeon, qui en présente plusieurs. Je ne tente pas ici d'étoffer, je n'ai aucune prétention ici, à tout expliquer les sophismes de façon exhaustive. C'est une légère présentation. Voilà. Donc, on a parlé de l'attaque contre la personne, la pente fatale, la double faute. Ah oui. Pour justifier notre comportement fautif, par exemple, hein, on va souligner que notre interlocuteur a déjà fait de même et pire. Donc, il n'y a pas de mal à mentir. Hein? Mon voisin le fait à tous les cours, ou mon voisin pratique le mensonge à tous les jours. Donc, ce n'est pas grave, par exemple, de mentir, ce n'est pas grave de voler, hein, par exemple, parce que le gouvernement, bon, certains vont dire c'est souvent soutenu par les gens, ben pourquoi je paierais mes impôts, pourquoi je serais, comment dire, un citoyen exemplaire quand je sais que le gouvernement ou plusieurs individus au gouvernement sont des voleurs et pratiquent la trahison. Pourquoi moi je le ferais aussi? On appelle ça s'en sortir avec le sophisme de la double faute. Voilà. Donc, il n'y a rien de mal à mentir. Tu l'as déjà fait aussi. Tous le font et les gens au gouvernement le font. L'appel à la majorité consiste à soutenir qu'un jugement est vrai ou acceptable parce que, ça, on fait souvent ça dans les journaux, 70% des gens sont pour le vaccin. Donc, le vaccin, si on se base sur l'opinion publique, devrait être quelque chose de souhaitable pour tous et toutes. Il faut aussi évaluer quand on parle de pourcentage, les statistiques, ça se fait aussi, on peut aussi manipuler certaines statistiques. Mais l'appel à la majorité consiste à soutenir qu'un jugement est vrai ou acceptable parce que la majorité le croit vrai, acceptable. Par exemple, il est bien d'acheter des sapins de Noël, hein, coupés directement de la forêt, parce que tous et toutes le font. L'appel à la majorité. Il n'y a rien de mal à boire tous les jours. La plupart des gens consomment de l'alcool. C'est bien. Hein? Donc, ça ne donne pas des raisons sur les raisons du fait de boire de l'alcool ou quoi que ce soit. Des arguments poussés. L'appel à la tradition, hein, parce qu'on le fait traditionnellement, ça devrait être acceptable. Notre position devrait être justifiée parce que c'est la tradition. Hein, la tradition, par exemple, certains parleront de gaver les oies pour faire du foie gras, c'est traditionnel, donc ça devrait un comportement qui devrait être encouragé, etc. Donc ici, on est dans la présentation de quelques sophismes. Je vais y aller avec deux autres sophismes, puis après, je vais tomber dans la position de... Je vais présenter des éléments qui ont davantage à voir avec des paralogismes où il y a des erreurs de logique. OK? Dans les sophismes, on a aussi l'appel à l'autorité. Hein? Il ne faut pas lire des philosophies, de livres de philo, car certains individus dans le domaine des arts disent que ça ne sert à rien, que c'est inutile et qu'on est en train de se couper les cheveux en quatre puis de se compliquer la vie. Donc, l'appel à l'autorité doit toujours être fait par rapport à un spécialiste dans un domaine. Et même là, des fois, il y a des débats entre spécialistes, donc voir les positions qui sont soutenues.
OK, qu'est-ce qu'on a aussi? Bon, là, je vais tomber ensuite dans les paralogismes, présenter quelques paralogismes. L'argument de l'ignorance, très intéressant, consiste à soutenir qu'un jugement est vrai uniquement parce qu'il n'a pas été démontré que c'est faux. Ça, c'est intéressant. Jésus est ressuscité parce que personne n'a jamais prouvé le contraire. Les extraterrestres existent parce que tu es incapable de me prouver le fait, la position qu'il n'existe pas. Donc, c'est toujours à la personne qui soutient une thèse, c'est à cette personne-là qui revient la tâche de soutenir l'argument. Ce n'est pas au voisin à soutenir l'argument. Si quelqu'un accuse quelqu'un, je ne sais pas, d'agression, quoi que ce soit, ben, cette personne-là doit quand même le démontrer. Ce n'est pas à l'accuser, en tout cas dans notre système, à soutenir son innocence ici. On appelle ça l'argument de l'ignorance. Il y a des procès d'intention aussi dans les sophistes. Après, je vais brasser bientôt au paralogiste. Le procès d'intention, un tel, un Pélado serrer la main à un tel, donc il doit être de mèche avec lui. Ça peut même mener aussi à l'argument du complot. Je l'ai vu se tenir avec dans un restaurant et de discuter, donc il doit avoir des intentions cachées, condamnables d'un certain point de vue. Alors voilà, je vous ai présenté quelques sophismes, il y en a une vingtaine à peu près en général. On va y aller maintenant avec des paralogismes. Mais avant ça, bon, allons voir, avant de présenter les paralogismes, allons voir ce que vous avez déclaré au sujet de la philosophie. OK? Après, je vais y aller avec les paralogismes comme ça. Alors, Chantal nous dit qu'il faut philosopher pour trouver un sens par rapport à une situation ou un comportement. Ici, est-ce qu'on parle d'une compréhension morale d'un comportement ou est-ce qu'on parle ici pour comprendre une situation de manière scientifique? Mais certes, la philosophie, pour comprendre une situation de comportement, on réfléchit, on se pose les fameuses grandes questions. De quoi s'agit-il? Qui était en jeu dans la situation? Comment ça s'est passé? C'est un travail d'enquête. Niki dit philosopher pour s'ouvrir l'esprit et mieux comprendre, élargir son horizon de compréhension. Mirka nous dit que philosopher, ça aide à mieux nous connaître nous-mêmes et les autres. Et en philosophant, ça peut nous aider aussi à maintenir le bien commun dans le dialogue. Ce n'est pas toujours le cas parce que, bon, c'est sûr que dans les débats d'idées, certains veulent gagner à tout prix, sont prêts même à renverser la table, à faire des attaques à l'homme, des caricatures. Il y en a qui ne lâchent pas. Il y en a qui tentent de rendre raison, d'argumenter, d'autres qui ne cherchent qu'à avoir raison et voient ça comme un combat où tout ce qui compte, c'est la fin, la victoire. On peut philosopher pour trouver un sens à sa vie, interroger nos propres jugements, les thèses que nous soutenons, etc. Isabelle nous dit que philosopher nous sert à nous remettre en question nos opinions, ce que nous soutenons. Et voilà, la remise en question des opinions, des idées proposées dans les médias, dans la publicité, remettre des opinions, donc réfléchir sur les idées reçues. Isabelle nous dit par ailleurs qu'il ne faut pas philosopher. Certains vont dire parce que philosopher nous fait nous poser trop de questions, trop penser. Ça peut rendre anxieux, ça peut rendre troublé, ça peut nous rendre faire perdre la tête aussi. Désolé, je suis en train de lire les commentaires. Donc ici, on a un sophisme. Il faut philosopher car tout le monde le fait. Donc, un appel à la majorité ici.
On a une proposition. On a d'autres propositions. Donc, les amis, je vais y aller maintenant avec des paralogismes. OK, avec certaines... Donc, le lien causal douteux. OK? Un des paralogistes, donc le post hoc ergo propter hoc, donc utiliser des liens de cause à effet qui ne sont pas nécessaires et suffisants, donc qui sont peut-être souvent davantage des corrélations. OK? Donc ici, on parle des erreurs de liens de cause à effet. Donc, pour s'assurer qu'on est dans une relation de cause à effet, disons, solide, il faut se demander si le lien entre la cause et l'effet sont nécessaires, suffisants. Si ce sont des liens qui sont simplement probables et non nécessaires et non suffisants et pas assez serrés et souvent non pertinents, quelquefois non cohérents, bien là, ici, on est dans une pratique de paralogisme. Par exemple, si quelqu'un déclare, mettons la cause du virus, OK? Donc, on s'interroge à savoir, en ce moment, on cherche, le virus est-il d'origine animale, d'origine humaine? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est on se pose des questions? Est-ce que c'est un des laboratoires où on aurait échappé, par manque de précaution, un virus? Est-ce que c'est intentionnel, etc.? Par exemple, si quelqu'un déclare, comme la cause du virus, va sortir une cause imaginaire ou pas en lien. Là, on va parler ici d'un lien causal douteux. OK? Donc, il faut que notre lien entre la cause et l'effet, on doit se demander, par exemple, lors d'un phénomène, qu'est-ce qui a causé l'accident? On va chercher à étudier la situation, la scène de crime, etc. On va chercher les liens. Ah, là, on se rend compte que les freins de la voiture étaient usés, qu'il y avait une plaque de glace, etc., que la personne, il peut y avoir plusieurs, ça peut être multifactoriel, mais on va tâcher, lors de l'enquête, de trouver des liens de cause à effet, non pas douteux. Par exemple, Dieu serait à l'origine du virus. Notre manque de foi a causé le virus, c'est une punition du diable, etc. Donc ici, je fais des caricatures, mais on pourrait tomber dans un des paralogistes, ce sont des liens causaux, les liens causaux, pratiques de liens causaux douteux. OK. Voilà. OK, aussi des erreurs de raisonnement. Ici, dans les syllogismes, OK, on a des erreurs de raisonnement. Admettons, je vais vous montrer ça ici. On parle ici de raisonnement. L'affirmation, je vais y aller avec 3 propositions, vous allez voir. Si je déclare que 2 plus 2 égale 4, OK? Je déclare que 2 plus 2 égale 4. Ça, c'est ma première prémisse. La deuxième prémisse, je déclare que j'ai effectivement le résultat 4. Est-ce que je peux conclure, est-ce que je peux en déduire que si j'ai le résultat 4, basé sur le fait que 2 plus 2 égale 4, que je peux nécessairement affirmer que ce que je cherche, c'est 2 plus 2. OK? Donc, je répète, ma proposition 1 étant 2 plus 2 égale 4. Ma deuxième, je déclare que je possède avec moi le résultat 4. Est-ce que je peux en déduire que si j'ai résultat 4, ça va être en lien avec la proposition acceptée de 2 plus 2? Et là, et non. On a plusieurs autres possibilités. Qu'est-ce qui peut engendrer un résultat 4? 3 plus 1. 1 plus 3. Racine de 16. Voilà, c'est ça. Fadila nous dit non, ça peut être 3 et 1. 40 divisé par 10, ça donne 4. Et 1 fois 4, ça peut donner aussi 4. Donc, il faut faire attention avant de conclure certaines
éléments pour ne pas tomber dans certains paralogismes, d'erreurs logistes. Il y a d'autres erreurs ici, et 4 et 0, oui, 4 plus 0 égale 4. OK? Dans le fameux raisonnement, hein, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, un raisonnement bien construit. On peut aussi tomber avec des syllogismes mal construits, on peut présenter des syllogismes par erreur. Hein? Et ici, on est dans un paralogisme parce qu'on ne le fait pas pour tromper volontairement quelqu'un, mais c'est qu'on a mal utilisé des règles de logique. Et aussi, c'est peut-être aussi parce que, on n'a pas vérifié l'enchaînement de nos propositions dans le raisonnement. Et ici, j'en ai un exemple. OK? C'est Ionesco qui déclare qu'il va utiliser un syllogisme non rigoureux. Tous les chats sont mortels. Socrate est un... Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Ici, l'utilisation du syllogisme, il n'est pas faite de manière rigoureuse. OK? Il y a comme des implications, une transitivité dans les relations d'implication qui sont faites par erreur. Hein? Donc ici, on a inversé certaines propositions, puis la rigueur logique n'est pas présente. Il y a le fameux aussi affirmation du conséquent, qui est un raisonnement invalide. Dans les syllogismes hypothétiques, j'y vais avec ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu technique, les amis, mais bon. Si je prends la proposition, le raisonnement hypothétique suivant, si P alors Q. Donc, admettons que mon P réfère à il pleut et mon Q réfère à il y a une flaque d'eau. OK? Donc, si P alors Q, là j'affirme P, donc s'ensuit Q. Donc, s'il pleut, alors il y a des flaques d'eau. En effet, il pleut P, donc il s'ensuit qu'il y a des flaques d'eau. Mais là, ici, il y a un raisonnement qui tombe dans la catégorie des paralogistes, des erreurs logiques, qui s'appelle l'affirmation du conséquent. Si j'affirme qu'il y a des flaques d'eau, est-ce que je peux conclure qu'il a plu? La réponse au niveau pratique et au niveau logique, c'est non. On ne peut pas conclure que le raisonnement, si P alors Q en affirmant Q, qu'on peut obtenir comme conclusion P. Parce que la flaque d'eau peut venir d'ailleurs, OK? Pas nécessairement de la pluie. Et non plus parce que logiquement, c'est un raisonnement, l'affirmation du conséquent est invalide. Il y en a un autre aussi qui est invalide, ici, et je vais lire vos commentaires après. On a, dans ce qui est valide, on a le modus ponens, qui est l'affirmation de l'antécédent, et le fameux modus tollens, qui est la négation du conséquent. Donc, je vais à la suivante. Il n'y a pas de flaque d'eau, donc nécessairement, on peut conclure qu'il ne pleut pas, non P. Et voici ici la négation de l'antécédent va ne pas fonctionner non plus. Donc, je vous la présente ici. Si P alors Q, donc s'il pleut, alors il y a des flaques d'eau. Or, il ne pleut pas. Hein? Donc, est-ce qu'on peut conclure qu'il n'y a pas de flaque d'eau? La réponse, c'est non. On est dans la négation de l'antécédent, une impossibilité de conclure. Donc ici, dans les syllogismes, je vous présente ça, les amis, de façon, sans prétention ici, là. Je n'ai pas de tableau avec moi. Donc si j'ai présenté des raisonnements soit syllogistiques ou hypothétiques. Et lorsqu'il y a des erreurs de logique,
dans les syllogismes hypothétiques ou catégoriques, comme on a présenté avec le Socrate et celui de Ionesco, lorsqu'il y a des erreurs d'enchaînement logique, les liens d'inférence sont erronés, eh bien, on fait affaire à ce qu'on appelle des paralogismes. Donc, on se situe à côté de la raison, à côté du respect des règles de la logique. Voilà. Alors, je vais juste chercher ici ma petite feuille. Voilà, donc on est devant des raisonnements qui ont une apparence de validité au niveau de la forme. Certes, il se peut, les amis, que votre conclusion soit basée sur des faits, mais il se peut aussi que votre raisonnement qui mène aux conclusions soit erroné. Et c'est ça qui est intéressant. Au niveau de la logique, on regarde la forme. OK? On parle de validité. Au niveau du contenu, on s'intéresse à la véracité. On s'intéresse au contenu des propositions. Est-ce qu'ils sont vrais ou faux? Au niveau de la forme, on se demande si c'est valide ou invalide. Est-ce que ça respecte certaines règles du raisonnement? Hein, parce que on sait que chez Aristote, parmi les 254 syllogismes catégoriques, il y en a simplement 16 qui sont valides. Les autres sont invalides. OK? Donc, j'ai présenté quelques paralogismes, OK, ici, donc des raisonnements qu'on peut faire sans vouloir nécessairement tromper autrui. On parle d'erreurs de logique, d'erreurs de respect. Hein, on parle ici qu'on tombe dans des erreurs, ce n'est pas volontaire. Donc, les sophistes, des fois, vont utiliser des raisonnements pour tromper, mais de manière volontaire. Et des fois, on pratique nous-mêmes des paralogismes. Hein? On ne respecte pas les règles, mais notre intention n'est pas de tromper. On peut avoir aussi une conclusion qui est bonne, qui est vraie, mais un raisonnement qui est faux. Je vais aller avec les commentaires, les amis. N'hésitez pas à m'écrire maintenant à soutenir la thèse pourquoi il faut philosopher. Il ne faudrait pas philosopher. OK. J'ai plusieurs commentaires ici. OK. OK. Mélanie nous dit « Je préfère philosopher ou parler de psychologie que faire... » Bon, donc pour s'intéresser à des questions existentielles profondes, des questions où il y a débat, il y a controverse, nous dit Mélanie. Sinon, gardons silence. OK, parfait. Isabelle nous propose ici un syllogisme. Dieu est éternel, or les atomes sont aussi éternels, donc les atomes sont Dieu. Hein? Ici, on voit qu'il y a comme une équivoque dans le raisonnement. Là, je ne pourrais pas tout de suite analyser si c'est un paralogisme. Il faudrait que je découpe les termes avec les liens d'implication. Isabelle nous dit, Ionesco déclare le diable est beau, les femmes sont belles, donc les femmes sont des diables. OK. Voilà. Donc, les amis, aujourd'hui, j'ai tenté de vous faire un petit portrait, présenter grossièrement, grosso modo, la différence entre un sophiste et un philosophe d'un point de vue, bien sûr, binaire. Les sophistes cherchant plutôt l'adhésion, la persuasion, convaincre la foule, etc. Et les philosophes cherchant d'abord la quête de la vérité, des raisonnements justes, la quête du meilleur argument. Donc, si vous voulez lire un livre, bien sûr, un livre intéressant sur le petit traité d'autodéfense intellectuelle de Baillargeon, on a pour les sophismes présenté, même avec les termes latins chez Schopenhauer, l'art de toujours avoir raison, très intéressant, et aussi des traités d'argumentation. Mais aujourd'hui, certains distinguent, bien sûr, les paralogismes des sophismes, mais nous, on les a présentés. On a présenté une dizaine de sophismes et quelques paralogismes. Quand on parle de paralogisme, on parle plus d'erreurs, de logique, de raisonnement, de ce qui va contre la raison, mais sans dessein de tromper. Alors, les amis, c'était une petite rencontre un petit peu informative aujourd'hui. Voilà, s'il y en a qui veulent soutenir la thèse de « Il ne faut pas philosopher »,
Bien sûr, il vous faudra philosopher. Hein? Donc oui, les complotistes souvent et les conspirationnistes vont faire des liens, ils vont utiliser des paralogismes. Hein? Soit ils utilisent souvent ce qu'on appelle aussi l'argument du complot, la pétition de principe. Vont utiliser souvent, ils vont choisir des statistiques en ne regardant pas l'ensemble des études. Hein? Donc, ils vont avoir un regard biaisé sur certaines situations. Voilà. Donc, les amis, bien sûr, s'il ne faut pas philosopher, il vous faudra philosopher pour argumenter qu'il ne faut pas philosopher. Retenez cette belle phrase attribuée à Aristote dans le Protreptique, hein, un de ses premiers textes de morale, d'incitation à la philosophie, écrit vers 352-53 avant notre ère. Merci à tous et à toutes pour cette petite rencontre sans prétention et j'espère que ça vous a fait du bien. À bientôt, à la prochaine et n'oubliez pas cette fameuse phrase intéressante aussi. Le soleil rayonne, l'être humain résonne et la cloche hein, résonne. À bientôt tout le monde, portez-vous bien et à bientôt. On se voit le 4 février les amis. À plus.